Bonjour, bonjour. Je pense que c'est bon, je pense qu'on me voit bien et qu'on m'entend bien. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, moi je suis Antoine et je suis professeur chez DataBird. Et on se retrouve aujourd'hui pour un workshop ensemble pour découvrir Power BI, qui est un outil du coup de visualisation. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran. Et vous allez me dire si vous le voyez bien. Normalement, je pense que, en tout cas, j'ai l'impression que vous voyez bien l'écran. Normalement, Zoom m'indique que tout est bon. Hop, et je vais du coup vous partager la présentation pour que on puisse bien passer voilà un petit moment ensemble pour découvrir ensemble Power BI. Alors à l'ordre du jour, du coup, je ferai une petite présentation rapide de qui est DataBird et puis on parlera ensemble de dashboarding pour mieux comprendre en fait ce que c'est Power BI. Euh, et l'idée ensuite, c'est de voilà vous faire une petite démo de l'outil. Euh, et puis je passerai aux questions-réponses à la toute fin. Donc n'hésitez pas si pendant le workshop, vous avez des questions à soit les noter dans le chat, soit il y a une petite partie questions-réponses. Et puis je prendrai les questions à la fin, comme ça me permettra voilà, de bien, vous faire la présentation de manière très fluide et ensuite de répondre voilà, aux différentes potentielles questions. Donc déjà pour présenter DataBird rapidement, DataBird on est un organisme de formation spécialisé dans la data et dans l'intelligence artificielle. Euh, on a été créé il y a 6 ans maintenant et globalement en fait on accompagne des gens pendant des formations intensives, ce qu'on appelle des bootcamps. Ça peut aller de 8, 12 à 24 semaines et l'objectif c'est voilà d'aider des gens à monter en compétences dans le domaine de la data et de l'IA au service du business. Pourquoi? Parce que en fait, aujourd'hui, je pense que toutes et tous vous le voyez très bien, hein, l'IA c'est vraiment l'enjeu du moment pour pas mal d'entreprises. Et qui dit IA dit forcément data. Et donc aujourd'hui, on a pas mal de métiers, de compétences qui sont sous tension et qui sont aussi accessibles en fait pour des profils qui seraient pas forcément des ingénieurs. Et du coup, c'est un peu de ce constat-là qu'est né DataBird, c'est qu'en fait voilà, depuis maintenant un petit peu plus de 6 ans, de plus en plus d'entreprises s'intéressent à des profils qui ont des compétences autour de la data et de l'IA. Chez DataBird, on a vraiment cette pédagogie de se dire, on veut aider des gens à bien monter en compétences rapidement à travers une pédagogie de learning by doing, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire en sorte voilà, de faire acquérir des compétences à des personnes en faisant, à travers la pratique, à travers des cas concrets business. Et l'idée, c'est eh bien voilà de créer tout ça de faire tout ça plutôt pour créer un réseau fort autour du secteur de la data. C'est pour ça que du coup, on a co-construit ces formations de manière générale avec pas mal d'acteurs différents sur le marché de la data et de l'IA, soit des entreprises comme Blablacar ou des personnes comme Robin Conquet qui a le podcast DataGen qui nous aide en fait à construire nos formations pour qu'elles soient au plus proche des besoins et de la réalité de l'entreprise aujourd'hui. Euh, alors, pour vous en dire un petit peu plus sur ce qu'on a fait, on a formé plus de 4000 personnes aujourd'hui. Je pense même peut-être qu'on approche bientôt les 5000 aussi bien dans des écoles, à travers HEC par exemple, que dans des entreprises. Donc, on citait on a récemment enseigné des notions à TF1, à Blablacar, et évidemment à des particuliers qui souhaitent se former aussi. Chez Dataport, on a vraiment cette idée de pouvoir permettre deux choses, à la fois la reconversion vers des métiers comme le métier de data analyst, mais aussi de permettre simplement à des personnes de voilà, monter en compétences dans certains domaines. Euh, on a différents types de formations, soit du présentiel, du distanciel, ou pour ceux et celles qui préfèrent être un petit peu plus autonomes en asynchrone. Mais l'objectif, c'est toujours la même chose, c'est voilà, de se concentrer sur monter en compétences et apprendre des notions autour de la data et de l'IA de la manière la plus efficiente et rapide possible. Alors, l'objectif de ce workshop, donc j'ai un petit peu présenté DataBird, c'est de vous expliquer un petit peu plus en détail
Qu'est-ce que le dashboarding? En quoi ça consiste et comment est-ce que ça peut s'inscrire potentiellement dans eh bien, vos parcours professionnels, dans votre travail au quotidien? Et donc l'idée, c'est d'ensuite comprendre comment est-ce que du coup je vais pouvoir réussir à la fois à transformer des données grâce à Power BI, qui est aujourd'hui l'outil de dashboarding le plus utilisé en entreprise, et comment est-ce que je vais créer mes premières visualisations grâce à cet outil. Alors, déjà, pour ceux et celles qui connaîtraient pas le mot dashboarding, en fait, un dashboard, c'est quoi? En français, ça se dit tableau de bord. Et c'est ce que vous voyez à l'écran ici à droite. En fait, le dashboard, c'est des graphiques qui sont regroupés sur un écran. Vous les voyez ici, hein, il y a des histogrammes, des graphiques en barre, il y a des filtres un peu sur le côté, il y a des camemberts, il y a des chiffres. Et l'idée, c'est de faire en sorte que ces graphiques ils puissent être interactifs les uns avec les autres, qui présentent ce qu'on appelle des KPI, c'est-à-dire des indicateurs de performance, euh, de manière vraiment concise. Et l'idée d'un dashboard, c'est vraiment en fait d'avoir du coup cette espèce de tableau de bord qui me donne plein d'informations qui sont en fait automatisées et dont les données sont actualisées en temps réel. L'idée, en fait, derrière de vraiment de construire un dashboard, c'est en fait de pouvoir bien, faire en sorte d'avoir des informations, d'avoir des données qui soient précises, qui soient véridiques et qui soient actualisées en temps réel pour qu'on n'ait pas, je sais pas, par exemple, de nous-mêmes, toutes les 3 semaines, devoir retélécharger un Excel et recréer des graphiques pour refaire des analyses. Voilà, vraiment l'objectif de faire du dashboarding, c'est de pouvoir avoir accès de manière vraiment très simple à des données qui vont pouvoir nous permettre de prendre des décisions un petit peu plus éclairées que juste à travers notre intuition. Quand on parle de dashboarding, les logiciels les plus communs sur le marché aujourd'hui, c'est les trois que vous voyez à l'écran. On a Power BI qu'on va voir ensemble aujourd'hui, mais on a aussi Tableau et Looker. Alors pourquoi est-ce que chez Dataverse on met vraiment en avant Power BI? En fait, c'est tout simplement l'outil de dashboarding de Microsoft et je pense que potentiellement quelques-uns d'entre vous utilisent déjà Microsoft au quotidien, que ce soit avec Word, PowerPoint, Excel. Ça fait un petit peu partie de cette suite-là et du coup, en fait, de manière très logique, hein, dès qu'une entreprise a la suite Microsoft, elle va très souvent intégrer Power BI par la suite et vu que c'est entre guillemets ce qui aujourd'hui est le plus utilisé dans le monde du travail, eh bien, Power BI prend facilement le pas sur d'autres outils, mais il y en a plein d'autres, franchement, qui existent. Tableau, c'est un outil très performant qui est un peu plus cher, mais un petit peu plus spécialisé quand on veut traiter des très gros volumes de données, comme par exemple quand on travaille en finance. Euh, et Looker, c'est un peu le concurrent de Power BI, mais qui appartient à la suite Google, qui est beaucoup plus simple d'utilisation. À savoir que ces trois outils-là, en fait, ils ont des versions gratuites que vous pouvez essayer d'utiliser. Et c'est ce que je trouve assez cool de manière générale, c'est qu'en fait, quand on veut utiliser des outils de dashboarding, c'est souvent gratuit quand on veut créer nos analyses tout seul. C'est-à-dire que je peux utiliser Power BI et créer mes tableaux de bord. C'est juste que typiquement, comment est-ce que eux ils viennent un peu monétiser leurs outils? C'est quand on veut venir faire du partage d'informations et de la collaboration. Mais ce qui est du coup plutôt sympa avec ces outils-là, c'est que si on a envie de mettre un premier pied dedans et de tester un peu les outils, bah, c'est totalement gratuit et il suffit de se lancer. Mais du coup, quand on construit un dashboard, qu'est-ce qui est important? Eh bien, c'est de se dire que, en fait, ce qu'on veut faire, c'est automatiser un petit peu la création de visuels qui vont pouvoir nous permettre, de avoir des informations plus précises sur des questions qu'on aurait. Ça peut être très large, hein. Je peux appliquer ça à, je sais pas moi, par exemple, le fait que j'ai une entreprise de vente de chaussures pour venir analyser, quels sont les produits qui fonctionnent bien en ce moment. Euh, mais en fait, je pourrais même appliquer ça à, j'ai envie de dire, des business un peu moins classiques, et même pas forcément des business, en fait, peu importe quelles seraient les questions, mais si je suis un sportif et que je veux un peu traquer, je sais pas, je fais de la course, que je veux traquer, est-ce que je cours bien en ce moment? En fait, il suffit de récupérer des données de, par exemple, ma montre connectée, et du coup, me créer mes petits graphiques personnalisés pour voir comment est-ce que je sais pas, mon temps de course évolue sur mon 10 km, par exemple. Mais du coup, pour bien faire ça, la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est de savoir comment bien choisir son visuel.
Pourquoi? Parce que en fait, à chaque fois que on va en fait, essayer de faire en sorte d'afficher une information, alors on peut le faire pour soi, mais de manière plutôt générale, on va en fait créer ces dashboards-là pour un public. Typiquement, si je reprends un peu mon premier exemple, qui s'apparentait un petit peu plus à celui du monde du travail, si je viens créer tout un dashboard concernant les ventes de mon entreprise qui vend des chaussures, bah, potentiellement, ça va intéresser la personne qui travaille dans mon entreprise dans le marketing, celle qui travaille en finance, parce que en fait, elles vont toutes les deux essayer de comprendre bah, pour la partie marketing, est-ce que mes campagnes marketing fonctionnent bien, sur quel produit est-ce que je veux me focaliser, et puis sur la partie finance, eh ben, je vais aussi vouloir avoir des informations sur, par exemple, mes ventes. Et donc, l'objectif, c'est de, déjà comprendre comment est-ce que je peux choisir un visuel parlant. Et du coup, pour ça, bon, il y a pas mal de ressources là-dessus. Moi, une ressource que j'aime bien, c'est ce que vous voyez à l'écran ici. Je pourrais vous envoyer le lien aussi de cette source-là, mais c'est en fait plutôt très simple. Il suffit de se poser des questions du style, bah, qu'est-ce que je veux montrer? Quelle histoire est-ce que je veux raconter? Si je veux montrer un changement en fonction du temps, et bien ensuite, je peux me poser l'autre question. Est-ce que j'ai plusieurs jeux de données ou un seul jeu de données? Imaginons que j'en ai qu'un seul. Bon, ben, je vais ici et hop, ok. Ce que je dois faire, c'est un line chart, du coup, en fait, une ligne d'évolution dans le temps. Mais voilà, en fait, l'idée, c'est de se dire que à chaque visuel, eh bien, un petit peu son utilité. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que nous, en tant qu'êtres humains, eh bien, certains visuels vont nous parler en fonction de certaines situations. Mais pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est parce que c'est un peu notre objectif aujourd'hui, c'est de voir ensemble comment est-ce qu'on peut venir créer des visuels pour répondre à une question. Euh, Avant de se lancer vraiment dans la pratique et la démonstration, quelques petits mots de vocabulaire. Pour que vous l'ayez en tête, en fait, Power BI, c'est plus une suite d'outils qu'un seul outil. Dans cette suite d'outils, il y a trois outils. Un outil qui s'appelle Power BI Desktop, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est l'outil qui est là pour faire ce qu'on appelle des rapports. Euh, le rapport, c'est l'étape avant de faire des tableaux de bord. C'est quand on construit en fait toutes les données et les graphiques qu'on va ensuite déployer. Et c'est une fois que c'est déployé qu'on appelle ça un tableau de bord. Euh, Power Query, alors peut-être ceux et celles qui utilisent Excel au quotidien connaissent cet outil. En fait, c'est un outil qui a été développé pour Power BI, qui est aussi aujourd'hui dans Excel. C'est l'outil qui permet de transformer les données. Donc si par exemple je veux changer, je sais pas moi, un format de date, eh ben, on va utiliser Power Query. Et Power BI Services, c'est lui l'outil qui est un petit peu l'outil online, qui est du coup l'outil payant de la suite Power BI. Power BI Desktop et Power Query sont gratuits. Et c'est plutôt l'accès à Power BI Services pour partager ses rapports, pour créer des tableaux de bord qui lui va être payant. Et pour terminer sur le vocabulaire moins axé à Power BI, mais plus sur toute la partie visualisation, petit rappel de ce que c'est la data visualisation, c'est le fait de représenter de manière visuelle et graphique des données et des résultats. Rapport et tableau de bord, je répète un petit peu la distinction, mais un rapport, c'est ce qui est en fait créé par le développeur, en fait. Ça va être nous, ça va être les personnes qui allons créer ces graphiques-là. Et puis ensuite, on les déploie, ces graphiques. Et après, on peut prendre des graphiques de plusieurs rapports différents pour construire différents tableaux de bord. En général, un rapport, ça comprend plusieurs pages, et un tableau de bord, ça en comprend qu'une seule pour que ce soit vraiment synthétique. Et comme je le disais, qu'est-ce que c'est la transformation des données? Et ben en fait, c'est au départ avoir des données brutes, donc des fichiers Excel potentiellement, mais ça peut être des données qui viennent d'un CRM, ça peut être des données qui viennent de bases de données SQL, ça peut être vraiment pas mal de choses différentes. C'est modifier des données brutes pour qu'elles correspondent un petit peu à nos besoins. Comme je le disais, si par exemple, moi je travaille avec les États-Unis et que je reçois des données financières en dollars, ben, si je veux faire une analyse pour la France, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer mes données qui sont en dollars en euros pour que ce soit plus simple pour moi de compréhension. Bon, bah, maintenant qu'on a fini cette petite introduction théorique, c'était important pour moi de vous la faire pour qu'on parte tous et tous sur des bonnes bases, mais passons à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire présenter un petit peu l'outil Power BI. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Power BI. En tout cas, je vais en ouvrir un nouveau. Mais juste pour vous montrer et vous spoiler un petit peu déjà,
Voici à quoi ressemble un rapport en construction et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut en construire un. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Power BI Desktop. À savoir que si après le workshop, vous avez envie d'aller tester, il vous suffit de vous rendre, si vous êtes sur un PC, sur le Microsoft Store, euh, ou si vous êtes sur un Mac, à savoir que Power BI n'est pas disponible sur Mac, mais vous pouvez télécharger une machine virtuelle pour avoir accès à Power BI. Euh, mais du coup, bah voilà, l'idée c'est rendez-vous sur le Microsoft Store et téléchargez Power BI, c'est gratuit. Du coup, une fois que vous ouvrez Power BI, en fait, ça ressemble à ça. Et ce qu'on va faire, du coup, ici, c'est créer un rapport vierge. Donc, je clique ici et bon, voilà, j'arrive sur cet écran-là. Et qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, déjà, pour commencer, ce qu'il faut comprendre, c'est que Power BI, en fait, il va se connecter à une source de données. Ça veut dire quoi et pourquoi est-ce qu'il fait ça? En fait, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que notre objectif, c'est de peut-être passer un petit peu plus de temps. Vous allez voir que si vous créez un graphique sur Excel, mais qu'une fois que vous l'avez fait une fois, en fait, tout sera automatisé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que vous avez des nouvelles données qui arrivent, eh bien, en fait, vous aurez besoin de pratiquement rien faire et tout se mettra à jour automatiquement. Alors, ce que je vais faire ici, c'est, eh bien, du coup, connecter Power BI à ma source de données. Donc, pour ça, je peux aller en haut ici et cliquer sur Obtenir les données. Et du coup, ici, eh bien, je vais devoir choisir quel type de données je veux récupérer. Ce qui est super cool à voir déjà, en tout cas moi c'est ce qui m'a marqué la première fois que j'ai utilisé l'outil, c'est la quantité de sources de données auxquelles on peut se connecter. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment Power BI va pouvoir vous permettre de vous connecter à quasiment n'importe quel système de données dans lequel vous avez des données. Euh, que ce soit un dossier sur votre ordinateur, que ce soit une base de données SQL, que ce soit un SharePoint où vous avez des Excel, que ce soit n'importe quel CRM que vous utilisiez potentiellement aujourd'hui. Et puis même si vous travaillez sur la suite Google, ben, en fait vous pouvez même vous connecter à des Google Sheets. Euh, donc voilà un peu dans l'idée. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'on va surtout pouvoir se connecter à plusieurs sources de données différentes. Et travailler sur toutes ces sources de données-là. Parce qu'une problématique qu'on a souvent, c'est de se dire que ah bah c'est cool parce que moi je voudrais faire mon analyse de vente. Le problème c'est que j'ai des Excel qui sont sur mon SharePoint, mais j'ai aussi des données qui sont sur mon CRM. Et donc d'habitude, ce que je fais un peu, c'est bon bah je télécharge les données de mon CRM sur un Excel, je les copie-colle et je fais ma tambouille à la main. Euh, mais bon, bah forcément, ça c'est source d'erreur, c'est un peu chronophage. Et l'idée ici, c'est qu'en fait, on va pouvoir sélectionner des données de plein de sources de données différentes et eh bien les rassembler à un même endroit. Mais du coup, dans notre exemple, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais sélectionner du coup ici texte CSV, puisque ce que je vais faire, c'est que pour notre exemple, on va travailler un petit peu sur les résultats des Jeux Olympiques. J'ai téléchargé un fichier CSV qui, vous allez le voir, regroupe les résultats de toutes les médailles qui ont été récoltées par eh bien enfin, depuis le début des Jeux Olympiques en fait. Euh, et donc en cliquant du coup sur ce CSV, j'ai un petit aperçu d'à quoi mon CSV ressemble. Et en fait ici, ben en fait pour chaque Jeux Olympiques depuis Pékin 2022 jusqu'au premier JO, donc ceux d'Athènes en 1894, euh, les Jeux Olympiques récents, évidemment. Je sais plus comment on dit, mais on va dire de l'ère moderne, c'est ça. On va essayer du coup de creuser ensemble qui est-ce qui a été performant, pourquoi, et deviner, eh bien, à partir de ça, quels seraient les pays qui ont vraiment une chance de gagner les prochains JO. Euh, et du coup, l'objectif ici, c'est du coup de eh bien, faire une analyse à partir de ces données-là. Euh, alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais pas charger mes données tout de suite, je vais aller transformer mes données. Et l'idée, c'est que je vous montre un petit peu quelles sont les bonnes pratiques quand je veux venir transformer des données dans Power BI. Euh, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, du coup, en cliquant là-dessus, ce que j'ai ouvert, c'est Power Query. Je peux le voir ici. En fait, c'est une autre fenêtre qui s'est ouverte. Si je retourne ici, je suis sur Power BI Desktop.
là où j'étais au départ. Et là, j'ai bien une autre fenêtre qui est une fenêtre Power Query qui s'est ouverte. Je vous montrerai après comment retourner entre Power BI Desktop et Power Query. Mais l'idée, c'est qu'ici, on est sur du coup un autre outil de la suite Power BI qui me permet de vraiment faire la transformation des données. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce qu'il faut faire pour transformer nos données, c'est tout simplement, eh bien, déjà se poser les questions de à quoi ressemblent nos données et qu'est-ce qu'on va vouloir faire pour notre analyse. La première question qu'il faut toujours se poser, c'est quelles sont les données dont je n'ai pas besoin? Quelles sont les colonnes dont je n'ai pas besoin? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a une source de données au départ, on n'a pas envie de faire des calculs sur des colonnes inutiles. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on fait faire un calcul, c'est-à-dire que, par exemple, si je sais pas moi, je viens créer une nouvelle colonne, en fait, mon ordinateur, il va travailler sur tout mon jeu de données. Du coup, le premier truc qu'on fait, c'est réduire le jeu de données de manière la plus petite possible. Alors, dans mon cas, j'ai des colonnes ici qui vont pas trop m'intéresser. Euh, alors, c'est lesquelles? C'est cette colonne-là qui s'appelle Participant Title. Elle m'intéresse pas trop parce qu'à l'intérieur, j'ai juste le nom des pays, mais le nom des pays, je l'ai aussi autre part. Donc, on va garder la colonne Country Name. J'ai une URL pour me rendre sur le site internet qui présente l'athlète, mais ça, bon, on va s'en fiche un peu parce que dans tous les cas, on va pas trop cliquer sur ces URL-là. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre qui a gagné des médailles, quand et comment. Euh, et puis après, j'ai ici des codes de pays qui représentent le pays, en fait. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, l'info qu'on va utiliser, c'est la colonne country name. Donc en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné mes colonnes avec la touche contrôle en cliquant dessus. Et ensuite, hop, clic droit et je clique sur supprimer les colonnes. Et là, pour ceux et celles qui ont été super attentives, vous avez peut-être remarqué que à droite ici, j'ai une catégorie qui s'appelle étape appliquée et j'ai une nouvelle étape qui est apparue qui s'appelle colonne supprimée. En fait, ce qui est très cool avec Power BI, c'est que quand vous effectuez une action, vous pouvez, en fait, elle est vraiment enregistrée, vous pouvez revenir à l'action précédente euh, sans faire de CTRL Z, quoi. L'idée, c'est qu'ici, je pourrais revenir à ce que j'avais avant pour observer quel a été le changement. Et du coup, ce qui est vachement sympa, c'est que quand on travaille à plusieurs, eh bien, en fait, on peut aussi très facilement comprendre quelles sont les modifications qui ont été faites sur le jeu de données. Et si jamais je fais une bêtise, c'est très facile de revenir à l'étape précédente. Je peux même cliquer sur la petite croix ici pour supprimer si j'ai fait quelque chose. Et du coup, une bonne pratique, c'est de, ben, en fait, renommer ce qu'on a fait ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais écrire suppression des colonnes inutiles. Comme ça, si je reviens dans 3 jours sur l'analyse que j'ai faite et que je me souviens plus ce que j'ai fait, bah, c'est plutôt simple de relire. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est que les colonnes ici, elles ont des noms, qui sont colonne 6, colonne 9, colonne 10. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, la première ligne de nos données, c'est un petit peu en fait le nom de nos colonnes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser l'option ici, utiliser la première ligne pour les en-têtes. Et hop, ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, là, je commence à faire toute la partie, ce qu'on appelle nettoyage de mon jeu de données. Une fois que j'ai supprimé mes données, je viens modifier les données existantes. Ici, j'ai passé ma première ligne et je les ai mises en tant que nom de colonne pour que ce soit un petit peu plus lisible et que ce soit plus simple pour, eh bien, faire mon analyse de données, tout simplement. Euh, Et comme vous le voyez, en fait, vous allez voir qu'en fait, Power BI, c'est vraiment un outil qui est ce qu'on appelle un outil low code. Ça veut dire quoi? C'est un outil qui, en fait, nous permet de faire pas mal de calculs sans avoir besoin de coder. C'est-à-dire qu'il y a plein de boutons sur lesquels on peut cliquer et on n'a pas du tout besoin de, en fait, savoir coder pour venir eh bien, effectuer des transformations de données. À savoir que derrière, l'outil, lui, il utilise un langage de code qui s'appelle le langage M pour faire ces transformations-là. Et vous le voyez, c'est ce qui est écrit ici. Là, en fait, quand j'ai effectué une action et que j'ai cliqué sur un bouton, ben, ce qui s'est passé, c'est que Power BI a généré de lui-même tout ce code-là et a fait tourner ce code-là pour effectuer les modifications. Et du coup, de la même manière, vous voyez que j'ai des nouvelles étapes qui ont été créées ici, donc en tête promue et ensuite type modifié. Parce qu'en gros, quand il est venu passer eh bien, les noms de colonnes en haut, il a modifié les types de données. Alors, les types de données, ceux et celles qui savent pas ce que c'est,
En fait, quand j'ai une colonne dans un tableau avec des données à l'intérieur, on associe un type. Un type, c'est quoi? C'est en fait, si je clique ici, et bien en fait, je peux venir ajuster les types de données. Les types de données, c'est de savoir est-ce que les données dans ma colonne, c'est un nombre, est-ce que c'est une date, est-ce que c'est une heure, est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est vrai ou faux. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un type de données? Parce que très souvent, si on veut venir faire des analyses de données, bah, c'est important que nos données elles soient entre guillemets propres et qu'il y ait le même type de données dans nos colonnes. Parce que tout simplement, si imaginons que ici, j'ai par exemple cette colonne-là qui me donne le type de médaille, bah, c'est important que le type de médaille ce soit soit gold pour or, soit silver pour argent, soit bronze pour bronze. Par contre, si j'avais bronze, bronze, silver 1, 2, 4, 17, en fait, ça voudrait rien dire. Je pourrais pas forcément faire de calcul logique sur cette colonne-là. Et donc, c'est pour ça qu'ici, on vient gérer un petit peu les types de données. Mais si les types de données sont plus ou moins tous cohérents, et du coup, ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est, eh bien, une fois que j'ai nettoyé mes jeux de données, c'est créer des nouvelles données à partir des données que j'ai déjà ici. Donc, ce que je vois ici, c'est que par exemple, si j'ai envie de faire une analyse, mais seulement par année, ici, j'ai pas de colonne année. Et donc, ce que je vais vouloir faire, c'est créer cette colonne-là. Alors, un truc qui demande, on va dire, un petit peu d'expérience, c'est de se poser la question de comment est-ce que je vais faire pour créer les années correspondantes et que ce soit logique. Ce que je vois, c'est que dans la colonne Slug Game, j'ai en fait le nom des JO, en tout cas de la ville où se sont passés les Jeux Olympiques, avec un tiret, et ensuite que les quatre derniers caractères, c'est l'année. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retirer de cette colonne-là les quatre derniers caractères. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en haut sur Ajouter une colonne. Et ensuite, je vais cliquer sur Extraire et je vais extraire les derniers caractères. Et ici, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire à Power BI, extrais-moi les quatre derniers caractères, cliquez sur OK, et ça me crée une nouvelle colonne. Et vous voyez ici, eh bien, j'ai 2022 pour tous les JO 2022. Et si je scrolle un petit peu, dès que je vais arriver sur les JO 2020, bah, j'ai bien 2020. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est simplement bien renommer mon étape et je vais mettre création de l'année. Et du coup, c'est top parce que du coup, j'ai réussi à du coup créer, en fait, vous voyez juste en cliquant sur deux, trois boutons, eh bien, une nouvelle colonne qui va récupérer l'année correspondante. Alors là, maintenant, ce que je veux faire, c'est modifier le type de cette colonne-là parce que ici, je vois que ma colonne, c'est du texte et personnellement, bah, l'année, j'ai pas envie que ce soit du texte, j'ai envie que ce soit une date. Donc, je sélectionne date ici et du coup, à partir de 2022, on va ignorer le fait que ce soit le 1er janvier, ça se met automatiquement. Euh, mais c'est pas important pour nous, puisque ce qui nous intéresse, c'est vraiment de se focaliser sur l'année. Et j'ai maintenant, du coup, une colonne de type date. Je vais modifier ici aussi, toujours la bonne pratique. On va mettre type de l'année en date. Et du coup, là, on est pas mal. Et maintenant, la dernière modification que j'aurais envie de faire, c'est pour mon analyse, de prendre le parti pris de se dire que, OK, euh, comment ça fonctionne les JO? Alors, pour savoir qui gagne les Jeux Olympiques, on compte toujours d'abord qui a le plus de médailles d'or. Et ensuite, pour départager le nombre de médailles d'or d'égalité, on vient regarder les médailles d'argent. Et ensuite, on va regarder les médailles de bronze. Voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, c'est un petit peu compliqué pour l'introduction. Du coup, ce que je vous propose, c'est plutôt de se dire qu'on va faire une analyse avec un système de scoring un peu simple. Et on va se dire, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais évaluer des nombres de points. Et si j'ai eu une médaille d'or, j'ai eu 3 points. Si j'ai eu une médaille d'argent, j'ai 2 points. Si j'ai eu une médaille de bronze, j'ai un seul point. Donc, comment faire ça? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une colonne conditionnelle. Et ici, cette colonne, je vais l'appeler du coup score médaille. Et ici, ce que je peux dire, c'est que si dans ma colonne medal type, alors j'ai une valeur qui est égale à gold, eh bien, à la place de gold, je vais mettre 3. Et puis après, je refais un petit peu la même logique. Medal type, si c'est silver, je vais faire 2. Et si c'est bronze,
je vais faire un. Alors, normalement, c'est jamais autre chose que gold, silver et bronze, mais dans mon cas, pour être sûr, si jamais c'est autre chose, je mets zéro, comme ça, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Je clique sur OK, et là, paf, j'ai une nouvelle colonne qui s'est créée. Je vais modifier le type pour écrire que c'est un nombre entier, et maintenant, j'ai réussi à, du coup, créer une nouvelle colonne qui, du coup, me permettent un petit peu de établir un système de scoring euh, pour ensuite venir eh bien, comprendre qui a gagné le plus de points quand. Donc là, ce que je viens faire, du coup, c'est pareil, renommer, mettre type, nombre pour score médaille, comme ça je me souviens de ce que j'ai fait. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'était juste ici des petits exemples pour eh bien, vous montrer tout ce qu'on peut faire dans la transformation de données. Évidemment, il y a vraiment plein de choses. Je pense que vous le voyez en haut ici. Il y a plein de manières de venir transformer des données, de rajouter des colonnes, de les transformer. Je peux carrément transposer mon tableau. Euh, il y a des détections automatiques de types de données. Je peux venir fractionner des colonnes en deux. Enfin bref, vous voyez qu'il y a vraiment plein de possibilités. Évidemment, je ne peux pas passer partout. Mais l'idée, c'était de vous montrer un petit peu, du coup, comment marche Power Query. Ce qui est important de retenir, c'est du coup de se dire, OK, la première étape, quand j'importe un nouveau jeu de données, c'est de modifier la donnée pour qu'elle réponde un peu, eh bien, à mes différentes questions. Et une fois que j'ai fait ça, je clique sur Fermer et Appliquer dans l'onglet Accueil. Et là, normalement, mon ordinateur devrait charger pendant 10-15 secondes toutes les modifications. Et je vais voir apparaître à droite ici dans mes données, le temps que ça charge, un nouveau jeu de données qui est maintenant accessible dans Power BI. Alors pour aller vite là tout de suite, je ne vais pas vous montrer tout ce qui se passe quand j'importe plusieurs jeux de données, comment est-ce que je les crée ensemble, enfin comment je les relie ensemble. Euh, mais du coup, j'ai juste prévu de vous montrer rapidement sur du coup un autre dashboard que j'étais en train de créer. Typiquement, je sors du coup du contexte des JO, mais sur ce dashboard-là, j'ai trois jeux de données différents pour une entreprise qui vend des équipements de bureautique. Et il y a un super outil dans Power BI qui s'appelle la création de modèles. Et en fait, ici, ce qui se passe, c'est que j'ai des représentations du coup de mes fichiers CSV, entre guillemets, de mes tables, avec le nom de la table et toutes les colonnes. Et ce que je peux faire, c'est que à la main, en fait, je peux venir indiquer comment est-ce que je relie mes tables entre elles. Et ici, ce que j'ai dit par exemple, c'est que dans ma table produit, il y avait une colonne qui s'appelle l'identifiant du produit, qui correspond ici à la colonne ID produit. Et pareil, ma table de vente, j'ai un identifiant de la vente qui correspond à mon autre table, donc mon identifiant de commande. Et en fait, l'idée ici, c'est que je peux très facilement venir indiquer à Power BI comment est-ce qu'on veut relier les différents fichiers CSV entre eux pour que, eh bien, la logique derrière se crée. Voilà pour la petite parenthèse de comment ça se passerait si j'avais plusieurs fichiers CSV. Et je dis fichiers CSV, mais en fait, ça peut être plusieurs sources de données, même si elles sont différentes. Au final, Power BI les traite de la même manière. OK, mais maintenant qu'on a accès à nos données, eh bien, regardons ensemble ce qui se passe quand eh bien, on vient créer des graphiques. Et comment on fait? Eh bien, vous allez voir, c'est toujours aussi simple quand on utilise Power Query. Euh, Tout ce que j'ai à faire, c'est en fait aller ici, dans cette partie visualisation, et venir choisir eh bien, le graphique que je veux créer. Alors, imaginons qu'on veuille regarder quels sont les 10 pays qui ont gagné le plus de médailles, et qu'on veut mettre ça dans un histogramme. Donc, je vais cliquer sur histogramme. Ça me crée, vous le voyez ici, un histogramme vide. Euh, et du coup, ce que je vais faire, c'est cliquer ensuite sur ce qui m'intéresse. Donc, ce que je voudrais voir, c'est euh, le nom du pays qui soit en bas et que là, donc dans mon axe X, vous voyez, quand j'ai cliqué ici, ça s'est automatiquement mis dans l'axe X ici. Je pourrais venir le modifier, mais ici, c'est pas ce que je veux. Et cliquer sur Score Médaille. Et ce qui s'est passé ici, c'est que ça m'a automatiquement créé un graphique, donc un histogramme qui vient me montrer pour chaque pays le total, donc la somme du score des médailles qui ont été gagnées par tous les pays depuis la création des JO. Alors,
Ce que je remarque ici, c'est que c'est pas très lisible. D'ailleurs, je pense que vous voyez probablement pas beaucoup, mais bon, j'ai les États-Unis en premier. Quand je passe ma souris dessus, je le vois. Et ici, j'ai l'Union soviétique. Alors, c'est intéressant. Ce qui est intéressant de se dire, c'est que, ok, c'est cool, mais déjà, un, je vois pas grand-chose. Et deux, l'Union soviétique, ben, ça n'existe plus aujourd'hui, en fait. Et du coup, on se dit, ok, bon, ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de filtrer un petit peu nos données pour avoir quelque chose de plus lisible et de plus intéressant pour nous. Alors, quelles sont, moi, mes deux idées ici? C'est de me dire, ok, je vais essayer déjà de juste afficher le top 10 parce que en soi, afficher tout le reste, c'est moins intéressant. Et surtout, je vais essayer d'afficher eh bien, des données qui soient assez récentes. Et là, je peux prendre le parti pris de me dire, par exemple, les 40 dernières années, pour éliminer des pays qui n'existent plus, comme l'Union soviétique, par exemple. Et vous voyez que, en fait, ça va être très simple aussi, hein. On va travailler sur l'élément ici, qui est toute la partie filtre. Donc en fait, par exemple, ce que je peux faire, c'est venir afficher le top 10 des pays. Donc ce que je vais faire, c'est que dans ma colonne Country Name, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer ici par N premiers, ça veut dire eh bien, les 10 premiers ici, en fonction de quelque chose. Et donc je vais filtrer le nom des pays, donc l'axe X ici, avec les 10 premiers et les 10 premiers de score de médaille. Donc, il me suffit de prendre ici la colonne score médaille et de la glisser là. Et ensuite, je clique sur appliquer le filtre et hop, déjà c'est un petit peu plus lisible. Là, j'ai mon graphique qui me sort uniquement eh bien, les 10 premiers pays si on les classe par la somme de leur score de médailles, c'est-à-dire les 10 pays qui ont obtenu le plus de médailles dans l'histoire des Jeux Olympiques. Maintenant, ce que je vais faire, c'est aussi essayer de récupérer cette information, mais seulement pour les 40 dernières années. Et du coup, ce que je vais faire ici, c'est de me dire que je veux pas appliquer un filtre juste à ce visuel-là. Parce que là, c'est ce qu'on a fait. Parce que vous le voyez ici, il y a plusieurs manières d'appliquer des filtres. Je peux le faire sur ce visuel, mais je peux le faire sur toute la page. Je peux même le faire dans toutes les pages si je crée d'autres pages. Vous voyez ici, je peux par exemple créer une nouvelle page pour générer d'autres visuels. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer d'autres visuels sur cette page-là. Et du coup, ce qu'on va vouloir faire, eh bien, c'est faire en sorte que, quel que soit le visuel que je crée, prendre en compte seulement les dernières années. Et du coup, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais devoir récupérer. Alors, je vois que mon champ year que j'avais créé, il s'est pas créé, il s'est pas appliqué, je sais pas pourquoi. Ah oui, parce que je l'ai pas renommé. J'ai oublié de le renommer et du coup, il s'appelle Dernier Caractère. Et donc, si jamais j'ai oublié de faire, eh bien, tant mieux, comme ça, je vous le montre, une manipulation dans Power Query, il suffit d'aller dans Power BI Desktop, de retourner dans Accueil et de cliquer sur Transformer les données. Et là, ça m'affiche Power Query. Et donc, ici, ce que j'avais oublié de faire, c'était de renommer ma colonne en l'appelant année, parce que vous voyez ici, elle s'appelle Dernier Caractère, ce qui n'a pas trop de sens. Et du coup, je vais faire clic droit, renommer, et je vais l'appeler Year. Et du coup, je clique sur fermer et appliquer de nouveau. Et du coup, voilà, le temps que ça charge, hop, vous voyez que maintenant, j'ai bien ma colonne qui s'appelle Year. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette colonne, je vais la glisser ici. Et maintenant, vous allez comprendre un petit peu ce qui est intéressant dans le fait de bien gérer les types de données. C'est que tout à l'heure, vous voyez qu'on avait créé le filtre. En fait, Power BI détectait automatiquement qu'on était sur des chiffres et que du coup, eh bien, on pouvait du coup filtrer avec les X premiers. Et là, il détecte qu'on est sur une date et du coup, il va nous proposer de filtrer, mais en fonction des dates. Et vous voyez que les types de filtres, en fait, sont adaptés en fonction du type de données. Et ça qui est vraiment super cool avec cet outil, c'est qu'il est quand même bien programmé, quoi. Et du coup, ici, je vais demander une date relative qui est dans les derniers 40 années. Et donc, je clique sur 40 et je clique sur appliquer le filtre. Et là, hop, vous voyez que les données ont changé et que j'ai plus du tout l'Union soviétique, puisque l'Union soviétique euh, bon, existait encore il y a 40 ans, mais je pense qu'elle n'avait pas gagné beaucoup de médailles. J'aurais pu mettre 30 ans pour dire qu'elle n'existait plus. Et encore, non, si je fais bien le calcul, c'est
C'est pas exactement ça, mais peu importe. Ce que je vois, c'est que j'ai quand même des données qui représentent un petit peu plus, qui sont les pays qui gagnent, on va dire, assez récemment. Alors ça, c'est top, mais c'est vrai qu'un histogramme, c'est bien pour voir les différences entre les choses, mais si je veux juste identifier des pays, en fait, peut-être qu'une carte géographique, ce sera un petit peu mieux. Et du coup, ce qui est assez cool, c'est que si je me suis trompé sur le type de visuel que je veux créer, il me suffit de rester cliquer dessus et de cliquer sur un autre type de visuel, et hop, tout se met à jour. Et là, j'ai une super carte qui en fait vient mettre en évidence quels sont les 10 pays. Et là, du coup, c'est quand même un petit peu plus parlant. Ce que je pourrais faire aussi, c'était faire CTRL Z pour revenir en arrière. Si je veux venir afficher euh, voilà, si je veux venir afficher les deux graphiques différents, eh ben, je peux aussi le faire. Il me suffira juste de reformater un peu ce que j'ai fait, mais je peux du coup cliquer et créer cette carte-là, la mettre à côté et venir eh bien, reparamétrer un petit peu ce qu'on avait fait tout à l'heure. Là, je suis trompé. Toujours rester cliqué sur le visuel pour appliquer les choses. Je clique sur Country Name, je clique sur Score de médaille. Et ensuite, je viens potentiellement redéfinir les filtres que j'avais fait tout à l'heure, parce que je les avais appliqués uniquement à mon visuel. Je remets les 10 premiers en fonction du score de médaille, et c'est bon. Et là, je vois bien que ça m'affiche uniquement les pays des 40 dernières années. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai mis le filtre dans toute la page, et donc le filtre s'applique automatiquement à tous les visuels ici. Un autre exemple de visuel qu'on pourrait créer, et je terminerai sur celui-là, mais en fait, il y aurait vraiment plein d'exemples possibles, c'est de maintenant regarder un petit peu plus quels sont les athlètes qui ont bien performé ces dernières années. Et donc, je pourrais créer ce qu'on appelle une table ici, et mettre le nom de l'athlète et le score de médaille. Bon, alors, je vois ici que faut peut-être que je filtre un peu plus mes données parce que des fois, j'ai pas de nom d'athlète. Alors pourquoi? Parce que en fait, dans mon jeu de données, j'ai aussi les médailles en groupe parce qu'il y a forcément des médailles qu'on gagne en équipe. Et donc, quand on gagne en équipe, bah, il n'y a pas de valeur dans le prénom de l'athlète. Donc, si je veux voir juste les athlètes qui ont gagné les médailles sur de l'individuel, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais venir du coup filtrer dans Athlete Full Name. Je vais sélectionner toutes les valeurs sauf celles qui sont vides où il y a des deux petits points. Et ensuite, il me suffit juste de cliquer ici pour filtrer dans l'ordre décroissant. Et je vois, pour ceux et celles qui connaissent un peu les JO, que c'est évidemment Michael Phelps qui a gagné le plus de médailles durant ces 40 dernières années. Je pourrais, dans ce visuel-là, rajouter par exemple le pays de l'athlète pour me dire que effectivement, bon, ben, on voit que les États-Unis ils gagnent, et je pense que c'est un secret pour personne de savoir que les États-Unis vont probablement encore gagner les JO d'été 2028, même si la Chine revient au coude à coude, mais que sur les 40 dernières années, c'est un athlète américain qui a gagné le plus de médailles, mais que la Norvège, bah, qui n'apparaissent pas ici, en fait, ont quand même deux athlètes qui ont gagné énormément de médailles. Et ça, en fait, il faut le comprendre de manière assez simple, c'est qu'on parle de tous les JO ici, et on parle pas que des JO d'été. Et c'est pour ça que, en fait, la Norvège, qui est super forte aux JO d'hiver, eh bien, a Marit Bjørgen, je sais pas si je dis bien son nom, qui a gagné pas mal de médailles. Enfin voilà, si on veut vraiment répondre à la question, on pourrait creuser beaucoup plus, nettoyer notre jeu de données pour séparer les JO d'été avec les JO d'hiver. Et évidemment, ça ne s'applique pas que aux JO, mais si on veut construire, comme je le disais, quelque chose qui soit un petit peu plus business, bah, je vous remontre un peu le tableau de bord que j'ai fait juste avant, comme ça vous ouvre un petit peu l'esprit. Mais si par exemple je veux analyser mes ventes d'équipements de bureautique, par exemple par canal pour vérifier quelles sont les campagnes marketing qui fonctionnent bien, ou par catégorie produit pour voir quels sont les accessoires qui fonctionnent bien. Je peux le voir, je peux venir aussi, comme je le disais, j'ai des visuels qui sont interactifs les uns entre les autres. Donc, si par exemple je veux voir mes ventes juste les fois où eh bien, j'ai utilisé le canal de vente sur eBay,
je clique dessus et je vois que tout, eh bien, mes graphiques s'ajustent entre eux. Par exemple, ici, ben, j'ai juste l'évolution à droite de mes ventes pour le canal marketing eBay. Euh, je peux même créer des visuels qui vont en fait venir, moi, si j'ai un stock de produits qui est inférieur à 20, lancer une alerte pour m'envoyer un mail en mode Ah Antoine, il faut que tu recommandes du stock. Euh, En fait, voilà, faut se dire que Power BI, c'est un peu un outil qui permet de faire énormément de choses. Je pense que vous avez énormément de choses à découvrir sur cet outil. Mais l'idée, voilà, c'était de vous faire une petite introduction. Donc, j'espère que cette introduction vous a plu et que ça vous donne envie d'aller télécharger l'outil pour un petit peu, j'ai envie de dire, bidouiller. Mais en tout cas, si ça vous a intéressé, petite conclusion. Pour rappel, qu'est-ce qui est important? Bah, c'est déjà de bien définir son objectif business et le besoin qu'on a pour créer son dashboard. Ensuite, on va lier nos données à Power BI. On va utiliser Power Query pour transformer nos données, toujours en pensant de bien suivre la démarche de d'abord supprimer des données, puis les modifier, puis en rajouter. On va ensuite créer nos différents visuels en faisant attention à créer des bonnes interactions entre les visuels. Et puis une fois qu'on a fini, bah, il n'y a plus qu'à partager son rapport sur Power BI Services pour en faire un dashboard. Donc voilà, si ça vous a plu et que vous avez envie de continuer, bah, rendez-vous sur notre site. On a un cours gratuit que je vous ai créé. Je vais vous l'envoyer du coup dans le chat, ce lien-là. Et puis, si vraiment vous en voulez plus, eh ben, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet, voilà, Databird, où vous pouvez te faire des demandes si vous avez un projet de formation sur Power BI ou sur autre chose. Euh, du coup, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu et puis du coup, on va se dire au revoir. Mais avant ça, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les partager dans le chat. Bah, de rien, Clémentine, merci, merci de ton attention. J'espère que le workshop t'a été instructif. Bah, merci à toi, Sophie, d'avoir participé. Est-ce que l'on pourrait automatiser l'insertion des données si jamais il change, ajouter des sources de données pas intégrées dans l'aperçu de la liste, il faut qu'on applique les étapes. Alors, ouais, tout à fait. C'est-à-dire que ici, j'ai pris un exemple avec un CSV parce que c'était facile, mais en fait, imagine que ton CSV est mis à jour. En fait, tu peux même paramétrer alors, tu vois, typiquement, si tu as un CSV, moi, je te conseille de le mettre sur un SharePoint ou un Google Drive. Comme ça, en fait, il se met à jour tout seul et en fait, tout va se faire tout seul. Si jamais tu veux vraiment utiliser un CSV, en fait, tant qu'il a un peu les mêmes colonnes, euh, et même s'il n'a pas les mêmes, bon, ce sera à toi de faire deux, trois petites manips pour ajuster ça. Mais en fait, tu peux automatiquement demander d'aller chercher ton CSV quelque part. Qu'est-ce que j'aurais gagné du temps il y a quelques années? Ah bah ça, Clémentine, c'est sûr que je me suis dit la même chose la première fois que j'ai découvert les outils de dashboarding, hein. Partager le lien de la formation. Eh bien, alors, ici, tu as le lien vers nos cours gratuits. Et si tu veux euh, en savoir un peu plus sur notre formation Power BI, j'ai pas le lien sous la main, mais je vais te le trouver. Hop. Laisse-moi une petite seconde. Hop, hop, hop. Power BI. Et je vais te l'envoyer sur le chat. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de faire de l'historisation dans Power BI pour pouvoir suivre l'évolution dans le temps des KPI? Oui, Manal. Alors pour ça, il faut aller dans Power BI Services. Euh, mais effectivement, tu peux en fait faire de l'historisation dans Power BI Services et faire du versionning, c'est-à-dire en fait récupérer les données d'il y a un mois. Ok, bah, je pense qu'on n'a pas plus de questions, mais en tout cas, bah, merci encore à toutes et à tous. Ah, je suis pas allé dans la partie questions-réponses. J'ai oublié, autant pour moi, il y a Clara qui m'avait posé deux questions.
Est-ce qu'on pourrait automatiser l'insertion des données? Celle-là, j'ai répondu. Ah bah non, moi j'avais répondu à cette question, Clara. Bah écoutez, merci à toutes et à tous. En tout cas, je vous souhaite du coup un bon appétit et puis à bientôt pour un nouveau workshop. Au revoir.